La fille laide d'un millionnaire s'est mariée avec un homme contre la volonté de son père. À la fin de la cérémonie, quelque chose s'est produit qui a laissé tout le monde sans voix. Dans le luxueux manoir de la famille Avignon, l'opulence des murs de marbre et des lustres de cristal contrastait brutalement avec la froideur qui régnait au cœur de la maison. Henri Avignon, un magnate puissant et craint dans le monde de la finance, tenait toujours à exalter ses deux filles aînées, Béatrice et Valérie. Elles étaient le reflet de la perfection qu'Henri recherchait, belles, élégantes et toujours prêtes à maintenir les apparences si chères au patriarche. Renée, en revanche, a grandi dans l'ombre de ses sœurs, toujours éloignée de la lumière qu'Henri réservait à ses précieux joyaux. Dès son plus jeune âge, il était évident que Renée ne correspondait pas au modèle créé par son père. Sa beauté n'était pas conventionnelle, et sa nature introspective, tournée vers les livres et la compassion, elle n'éveillait aucun intérêt chez Henri. Pour lui, Renée était une déception, une présence presque invisible dans le grandiose manoir. « Tu ne seras jamais comme tes sœurs », disait Henri sans cacher le mépris dans son regard. Il la voyait comme un fardeau, une note dissonante dans sa parfaite symphonie familiale. Malgré l'environnement oppressant et les humiliations constantes, Renée trouvait du réconfort dans sa bonté innée. Tandis que Béatrice et Valérie participaient à des fêtes et des événements mondains, Renée se réfugiait dans des activités qui réchauffèrent son cœur. Elle visitait des orphelinats, aidait dans des hôpitaux et passait des heures dans des maisons de retraite, offrant du réconfort à ceux qui n'avaient rien. Ces actes de charité étaient sa façon de chercher un but, quelque chose qui la reliait au monde d'une manière que sa propre famille ne parvenait pas à comprendre. Cependant, même ces actions n'échappaient pas au regard critique d'Henri. « Pourquoi perds-tu ton temps avec ces personnes insignifiantes ?» demandait-il, sa voix chargée de mépris. Pour lui, la charité de Renée était qu'une preuve supplémentaire de son inadéquation, un signe de faiblesse. Mais Renée ne se laissait pas ébranler. Chaque fois qu'elle sortait pour aider les autres, elle sentait une petite flamme d'espoir s'allumer dans son cœur. C'était sa façon de résister à l'isolement et à la tristesse qui la consumait à la maison. Toutefois, ce refuge silencieux ne suffisait pas à dissiper la douleur constante d'être ignorée et méprisée par ceux qui auraient dû l'aimer. Une nuit, après une énième discussion amère avec Henri, Renée se retira dans sa chambre, les larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle savait que, peu importe ses efforts, elle ne serait jamais acceptée par son père comme elle s'était ses sœurs. Mais quelque chose en elle, une détermination silencieuse, commençait à grandir. Il y avait une force endormie dans son cœur qui réclamait d'être entendue. Ce que Renée ignorait, c'était que cette force était sur le point d'être réveillée et que son destin allait changer de manière irrévocable. Le monde qu'elle connaissait était sur le point de s'effondrer, emportant avec lui les certitudes de tous ceux qui l'entouraient. Et ainsi, dans l'obscurité de sa chambre, Renée se fit une promesse. Qu'un jour elle trouverait sa place dans le monde, même si cela signifiait rompre avec tout ce qu'elle connaissait. La nuit avançait, et le silence du manoir semblait présager des changements. Mais Renée n'avait encore aucune idée des tempêtes qui se profilaient à l'horizon, des tempêtes qui allaient non seulement bouleverser sa vie, mais aussi le destin de la puissante famille Avignon. Le soleil du matin pénétrait par les larges fenêtres de l'orphelinat, illuminant doucement les murs usés mais accueillants de l'endroit que Renée considérait comme son refuge. Là, loin des critiques de son père et de la froideur de ses sœurs, Renée pouvait être elle-même. Parmi les sourires et les câlins des enfants, elle trouvait une paix qui n'existait pas dans sa vie au manoir des Avignon. Ce jour-là, l'orphelinat recevait une visite spéciale. Émile, un jeune assistant financier travaillant dans l'une des nombreuses entreprises de son père, s'était proposé pour aider à la comptabilité de l'orphelinat. Renée, qui supervisait les activités quotidiennes, fut surprise d'apprendre son arrivée. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lié à l'empire d'Henri Avignon s'intéresse à un endroit comme celui-là. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, Renée fut immédiatement intriguée par Émile. Il était différent des hommes qu'elle connaissait. Il n'y avait pas d'arrogance dans ses yeux, ni cette froideur calculée à laquelle elle était habituée avec les collègues de son père. Au contraire, il y avait une lueur douce dans son regard, une curiosité sincère qui la désarma. « Vous devez être mademoiselle Renée Avignon », dit Émile en tendant la main. « C'est un plaisir de enfin vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler du travail que vous faites ici. » Renée sourit, un peu surprise par la simplicité et la gentillesse de son approche. « Appelez-moi simplement Renée, s'il vous plaît. Je suis heureuse que vous soyez venue. Peu comprennent l'importance de cet endroit. » Au fil de la journée, ils se retrouvèrent à converser au-delà des formalités.
Émile ne semblait pas intéressé par la fortune des Avignon, ce qui intriguait encore plus René. Il était plutôt fasciné par ses idées, par la façon dont elle parlait des enfants avec tant d'amour, et par la passion qu'elle montrait dans chaque détail de son travail à l'orphelinat. « Vous avez une force que peu de gens perçoivent », dit Émile à un moment de sincérité. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui accorde tant de valeur à ce qui est vraiment important. Renée fut surprise par ces paroles. Ça était la première fois que quelqu'un la voyait pour ce qu'elle était vraiment, et non pas seulement comme la fille dédaignée d'Henri Avignon. La conversation coulait naturellement, et ils se retrouvèrent à partager des histoires personnelles, Émile parlant de son enfance modeste et de ses efforts pour arriver où il en était, tandis que Renée ouvrait son cœur sur l'isolement et la tristesse qu'elle portait chez elle. Au fur et à mesure que la journée s'achevait, un lien authentique commençait à se former entre eux. Il y avait une compréhension mutuelle, une sorte de soulagement à trouver quelqu'un capable de voir au-delà des masques que tous deux étaient contraints de porter dans leur vie quotidienne. Avant de se séparer, Émile, avec un sourire doux, suggéra « J'aimerais beaucoup revenir un autre jour, si vous me le permettez. Peut-être pourrions-nous poursuivre notre conversation ?» Renée, ressentant une vague d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, répondit avec un sourire timide, mais sincère. « J'adorerais cela, Émile. Cet endroit vous sera toujours ouvert. » Avec cette promesse d'une nouvelle rencontre, ils se dirent au revoir, chacun portant dans son cœur l'anticipation de quelque chose qui ne faisait que commencer. Alors qu'Émile quittait l'orphelinat, Renée sentit que, pour la première fois, quelqu'un avait vu sa véritable essence, non pas la fille méprisée, mais la femme forte et bienveillante qui luttait pour trouver sa place dans le monde. Et ainsi, alors que la nuit tombait, le cœur de Renée, autrefois marqué par la solitude, battait maintenant avec l'espoir d'un avenir inconnu mais prometteur. Cependant, ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette connexion nouvellement formée avec Émile pourrait non seulement changer sa vie, mais aussi déterrer des secrets qui étaient destinés à remonter à la surface. Les jours se transformèrent en semaines, et avec chaque rencontre, le lien entre Renée et Émile se renforçait, fleurissant comme une fleur rare dans un jardin abandonné. Leurs conversations, initialement limitées à l'orphelinat, s'étendaient maintenant à des promenades en plein air, où ils pouvaient simplement être deux jeunes gens découvrant l'amour, sans les ombres des attentes familiales ou les exigences sociales. Renée, qui avait toujours vécu sous le poids du mépris de son père et de l'indifférence de ses sœurs, ressentait désormais une nouvelle vitalité couler dans ses veines. Avec Émile, elle découvrait pour la première fois ce que cela signifiait être réellement valorisée, non pour son apparence ou son statut, mais pour ce qu'elle était dans son essence. Chaque parole gentille, chaque geste tendre, lui rappelait qu'elle n'était pas condamnée à vivre dans l'obscurité de sa propre maison. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il marchait dans un parc isolé, Renée s'arrêta et regarda Émile avec une lueur dans les yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse, » dit-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion. « Tu m'as fait croire que je mérite plus que de simplement survivre. Avec toi, je me sens vivante. » Émile prit ses mains, entrelaçant ses doigts avec les siens, et sourit. « Oh, tu mérites le monde, Renée. Et si cela dépend de moi, je ferai tout pour t'offrir cette vie que nous rêvons. Une vie simple, mais pleine d'amour et de bonheur. Loin de tout ça, loin de ce qui te fait souffrir. » Renée ressentit une vague de tendresse envahir son cœur. Émile était différent de toute autre personne qu'elle avait connue. Il ne voyait pas en elle qu'une extension de l'Empire Avignon, mais une femme de force et de résilience, qui avait survécu aux épreuves les plus dures tout en gardant en elle une lueur d'espoir. Il l'aimait non pas pour ce qu'elle représentait aux yeux du monde, mais pour ce qu'elle était vraiment. Les deux commencèrent à faire des plans en secret, rêvant d'une vie où ils pourraient être libres des chaînes qui les retenaient. Émile parlait d'une petite maison à la campagne, loin des grandes villes et de l'influence étouffante d'Henri. Ils imaginaient une vie simple, entourée par la nature, où ils pourraient fonder une famille et vivre en paix. « Et est-ce vraiment possible ?» demanda Renée un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc, observant les étoiles dans le ciel clair. « Pouvons-nous vraiment échapper à tout ça et être heureux ensemble ?» Émile, sans hésiter, répondit avec conviction. « Je crois que oui. Ce n'est pas le pouvoir ou l'argent qui apporte le bonheur, Renée. C'est l'amour, le respect et la liberté d'être soi-même. Et cela, je sais que nous pouvons l'avoir ensemble. » Renée ferma les yeux, laissant ses paroles l'envelopper. Pendant si longtemps, elle avait été prisonnière des attentes de son père,
étouffée par le poids de ne jamais être à la hauteur. Maintenant, pour la première fois, elle entrevoyait un avenir différent, un avenir où son bonheur ne serait pas lié au contrôle d'Henri. Cependant, alors que l'amour entre René et Émile s'épanouissait en secret, une ombre planait au-dessus d'eux. Henri, toujours vigilant et contrôlant, commençait à remarquer le changement dans le comportement de René. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais sa méfiance grandissait de jour en jour. À mesure que le chapitre approchait de sa fin, René se retrouvait déchiré entre le rêve d'une vie simple aux côtés d'Émile et la peur des répercussions de tenir tête à son père. Elle savait qu'Henri ne permettrait jamais qu'elle échappe à son emprise, mais l'amour qu'elle ressentait pour Émile la poussait à se battre pour son propre bonheur, même si cela signifiait défier tout ce qu'elle connaissait. Ce soir-là, alors qu'Émile l'enlaçait, René murmura à son oreille « Nous allons nous battre pour ça. Pour nous! Je ne laisserai rien nous séparer. » Mais ils étaient loin de se douter que le véritable test était encore à venir. Un test qui non seulement mettrait leur amour à l'épreuve, mais aussi révélerait des secrets capables de bouleverser leur monde à jamais. La romance secrète entre René et Émile, qui jusque-là s'épanouissait au sein d'une bulle de rencontres discrètes et de rêves partagés, fut brusquement interrompue quand le destin prit un tournant cruel. Henri, toujours vigilant et contrôlant, avait remarqué les changements chez sa fille cadette. Cette nouvelle joie dans les yeux de René, cette assurance dans sa posture, ne lui avait pas échappé. Il décida de mener son enquête, bien déterminé à découvrir ce qui causait cette transformation inattendue. Un jour, Henri reçut des informations de l'un de ses hommes de main de confiance. René avait été vu fréquemment en compagnie d'Émile, un simple assistant financier travaillant dans l'une de ses entreprises. La nouvelle fit bouillir le sang d'Henri. Pour lui, l'idée que sa fille puisse s'impliquer avec quelqu'un qu'il considérait comme si insignifiant était intolérable. Émile n'était pas seulement inapproprié, il représentait une menace au contrôle absolu qu'Henri exerçait sur sa famille. Sans perdre de temps, Henri confronta René un soir alors qu'elle venait de rentrer d'une rencontre avec Émile. Il l'attendait dans le salon principal du manoir, les lumières tamisées projetant des ombres menaçantes sur ses traits durs. « Un c'est pour toi et Émile, » dit Henri, la voix grave et chargée de fureur contenue. René, prise de court, sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais se força à rester calme. « Et qu'est-ce que tu penses avoir exactement ?» René répondit, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait imaginé. Henri s'avança, se rapprochant d'elle avec l'intensité d'un prédateur. « Je sais que tu es impliqué avec ce personne, un employé de 3e ordre qui ne sera jamais à la hauteur des Avignon. Tu vas mettre un terme à cette histoire immédiatement. » René sentit son cœur s'accélérer, mais ce « n'était pas de la peur. Pour la première fois, c'était de la colère. Colère contre la manière dont son père méprisait toujours les autres, comme si la valeur des gens était déterminée par l'argent ou le pouvoir qu'ils possédaient. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. « Non, papa ?» dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Oh, je ne vais pas quitter Émile. Je l'aime et il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai ou le nom que je porte. » Henri, surpris par l'audace de René, plissa les yeux. « Tu es en train de faire une erreur terrible, René. Cet homme t'utilise. Il veut ce qui est à nous, ce que j'ai construit de mes mains. »« Tu te trompes !» s'exclama René, sentant la force des mots qui étaient restés si longtemps enfermés dans son cœur. « Émile ne s'intéresse pas à ta fortune ni à ce que tu as construit. Et, honnêtement, moi non plus. Je n'ai jamais voulu faire partie de ce monde d'apparence, de manipulation et de froideur. Je veux être heureuse et avec Émile, je sais enfin ce que cela signifie. » La déclaration de René résonna comme un coup puissant pour Henri. Lui, qui avait toujours cru avoir un contrôle total sur sa famille, voyait maintenant sa fille la plus dédaignée, celle qu'il jugeait être la plus faible, se dresser contre lui. La colère qui brûlait dans ses yeux était le reflet de son impuissance à gérer la situation. « Si tu continues cette folie, je te jure que tu le regretteras », menaça Henri, sa voix imprégnée de venin. « Je vais détruire cet homme, et tu n'auras rien. Tu seras déshérité, sans un sou, sans le nom des Avignon pour te protéger. » René, le cœur brisé mais déterminé, répondit « Alors qu'il en soit ainsi, père, déshérite-moi si cela te rend heureux. Mais sache que, pour la première fois, je vis ma propre vie, et je ne renoncerai pas à cela. » La confrontation laissa Henri furieux. Il n'aurait jamais imaginé que René, la fille qu'il avait toujours considérée comme faible et soumise, aurait le courage de le défier si ouvertement. Il ne pouvait pas accepter cet affront, et à cet instant, il prit une décision sombre. « Si c'est ce que tu veux, » dit Henri avec froideur, « alors prépare-toi,
car je ferai tout pour elle éloignée de toi. Et quand j'en aurai fini, Émile ne sera plus qu'un souvenir douloureux de ton erreur. » Renée ressentit une douleur au cœur en entendant les mots cruels de son père, mais elle resta ferme. Même sachant qu'une tempête s'apprêtait à s'abattre sur leur vie, elle ne regretterait pas sa décision. Tandis qu'Henri quittait le salon, ses mots résonnaient comme une menace sombre. L'amour de Renée et Émile affrontait désormais un nouvel ennemi puissant, un père prêt à tout pour garder le contrôle, même si cela signifiait détruire le bonheur de sa propre fille. Les paroles menaçantes d'Henri planaient sur Renée et Émile comme une ombre sombre, mais au lieu de se laisser abattre, ils décidèrent de relever le défi avec une décision audacieuse, se marier en secret. Était la seule manière qu'ils avaient trouvée pour protéger l'amour qu'ils partageaient, tout en essayant de échapper aux griffes du puissant Henri Avignon. Renée savait que son père ne reculerait devant rien pour détruire Émile, et la peur de ce qui pourrait lui arriver la tourmentait jour et nuit. Cependant, l'amour qu'elle ressentait pour Émile et la promesse d'une vie différente étaient plus forts que n'importe quelle menace. Ils rêvèrent d'une cérémonie simple, loin du luxe et des attentes qui avaient toujours accompagné la vie de Renée. Ce serait un mariage petit, avec seulement quelques amis fidèles, ceux qui comprenaient la valeur de leur amour et étaient là prêts à les soutenir. Émile, toujours calme et posé, passait ses nuits à planifier chaque détail avec Renée. Ils choisirent une petite chapelle cachée dans les montagnes, où personne ne les trouverait. La tranquillité du lieu, entouré par la nature, symbolisait tout ce qu'ils désiraient. Une vie paisible, loin des intrigues et du pouvoir qui les étouffaient tant. « Ce sera juste nous deux, Renée, et les personnes qui comptent vraiment », dit Émile en tenant ses mains tandis qu'ils discutaient des préparatifs lors d'une après-midi pluvieuse. « Nous n'avons besoin de rien d'autre, juste de notre promesse l'un à l'autre. » Renée sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. Bien qu'elle fût excitée par la perspective d'être enfin heureuse, la douleur de se séparer de sa famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle, était inévitable. Elle savait qu'en franchissant ce pas, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle rompait définitivement avec la vie qu'elle connaissait. « J'ai toujours voulu une vie différente », dit-elle en regardant la simple bague que Émile lui avait donnée, un symbole de leur amour loin du monde ostentatoire des Avignon. Mais c'est difficile de tout laisser derrière, même si c'est une prison. Émile l'attira plus près, l'enlaçant avec tendresse. « Je sais que c'est difficile, mais nous allons construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient, et je serai à tes côtés à chaque étape. » À mesure que les jours passaient, la tension augmentait. Renée tentait de garder les apparences à la maison, agissant comme si rien n'avait changé, tout en préparant secrètement sa fuite définitive. Valérie et Béatrice, occupées par leur propre vie, remarquaient à peine les changements subtils dans le comportement de leur sœur. Cependant, Henri, toujours méfiant, continuait à la surveiller de près, pressentant que quelque chose se tramait. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le cœur de Renée battait fort, non seulement à cause de l'émotion du mariage, mais aussi par crainte que quelque chose ne tourne mal. Elle savait qu'elle jouait son avenir à quitte ou double, mais c'était un risque qu'elle était prête à courir. Le matin du mariage, Renée enfila une simple robe blanche, sans les ornements luxueux que sa famille avait toujours exigés. Ce était un symbole de sa nouvelle vie, dépouillée des attentes qui avaient dû toujours peser sur elle. Émile, en la voyant, resta sans voix. Pour lui, Renée n'avait jamais été aussi belle, aussi vraie. La petite chapelle était éclairée seulement par la douce lumière du soleil qui pénétrait à travers les vitraux colorés. Les quelques amis présents assistaient en silence, conscients de l'importance de ce moment. C'était comme si le monde extérieur n'existait pas. Comme si, pendant un bref instant, Renée et Émile pouvaient tout oublier et vivre pleinement l'amour qui les unissait. « Je t'aime, Renée », murmura Émile en tenant ses mains devant l'autel. « Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, pour te rendre heureuse. » Renée, les yeux remplis de larmes, répondit « Et je t'aime, Émile. J'ai toujours rêvé de ce moment, et maintenant il est réel. Je promets que, ensemble, nous trouverons notre chemin, peu importe ce qui se passera. » Les vœux échangés étaient simples, mais empreints d'une profondeur que seuls ceux qui ont affronté tant d'adversités peuvent comprendre. Et quand le prêtre les déclara mari et femme, une vague de soulagement et de bonheur envahit Renée. Pendant un bref instant, elle crut qu'elle pourrait enfin être heureuse. Cependant, alors que la cérémonie touchait à sa fin, le sentiment de tension persistait dans l'air, un rappel subtil que le danger haine n'était pas encore complètement écarté. Bien que Renée et Émile soient maintenant officiellement mari et femme, ce qui viendrait ensuite restait encore incertain.
Les deux quittèrent la chapelle, main dans la main, prêts à affronter ce qui les attendait, mais conscients que le véritable défi était encore à venir. Le bonheur qu'ils désiraient tant était à portée de main, mais le chemin pour y parvenir serait ardu et semé d'obstacles. Et, au fond d'eux, ils savaient tous les deux qu'Henri n'accepterait pas cette union si facilement. Le matin du mariage secret de René et Émile se leva sous un ciel clair et une brise douce, comme si la nature elle-même bénissait leur union. La petite église cachée dans les montagnes ressemblait à un sanctuaire hors du temps, loin des regards curieux et des intrigues du monde extérieur. Là, entre les murs de pierre et les fenêtres colorées, René et Émile étaient sur le point de sceller leur amour, entourés seulement de ceux qui comptaient vraiment. René arriva à l'église avec le cœur battant, ressentant un mélange d'émotion et d'anxiété. Elle portait une simple robe blanche qui mettait en valeur sa beauté naturelle, loin des luxes qui avaient toujours marqué sa vie dans le manoir des Avignon. À ses côtés, une petite escorte l'accompagnait, quelques amis proches et quelques enfants de l'orphelinat, qui la regardaient avec admiration et affection. Et l'église était décorée de fleurs sauvages, et la simplicité du lieu contrastait avec la grandeur des sentiments qui y fleurissaient. Lorsque René entra, tous les regards se tournèrent vers elle, mais le seul qu'elle cherchait était celui d'Émile. Il l'attendait à l'hôtel, vêtu de manière tout aussi simple, mais avec un sourire qui exprimait toute la sécurité et l'amour dont elle avait besoin. Tandis que René avançait dans l'allée, ses pensées étaient un tourbillon d'émotions. Elle se rappelait toutes les difficultés qu'ils avaient surmontées pour en arriver là, les menaces d'Henri, la peur constante d'être découverts. Mais, à cet instant, tout cela semblait lointain, éclipsé par la certitude qu'elle s'apprêtait à prendre la décision la plus importante de sa vie. Enfin, elle rejoignit Émile, et leurs regards se croisèrent avec une intensité qui rendait les mots superflus. Le prêtre, d'une voix calme et sereine, commença la cérémonie. Il n'y avait ni musique pompeuse, ni long discours, juste la pureté d'un amour vrai qui se manifestait dans chaque geste, dans chaque regard. « René !» commença Émile, tenant fermement ses mains. « Je te promets de t'aimer et de te protéger tous les jours de ma vie. Je promets qu'ensemble, nous surmonterons tous les obstacles, tous les défis qui se dresseront sur notre chemin. Car à tes côtés, j'ai trouvé le sens de ma vie. » René sentit les larmes couler, mais ces étaient des larmes de bonheur, mêlées à la tension du moment. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre « Émile, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Avec toi, je suis plus que ce que j'avais jamais imaginé être. Je promets d'être ta compagne, ton amie, ta femme, et de lutter à tes côtés pour cette vie dont nous avons tant rêvé. » Tandis qu'ils échangèrent leurs vœux, les personnes présentes dans l'église, amis et enfants qui étaient devenus leur nouvelle famille, regardaient avec émotion. Cette union était un symbole d'espoir, une preuve que l'amour pouvait triompher des plus grandes adversités. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, un murmure de joie parcourut l'église. Émile embrassa René avec toute la tendresse et la passion qu'il ressentait et, pendant un bref instant, le monde parut parfait, sans les ombres qui les avaient toujours suivis. Mais ce bonheur fut brusquement interrompu. Au moment où les invités commencèrent à se lever pour féliciter le couple, les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas. Henri Avignon se tenait là, le visage tordu de colère, les yeux brûlants de fureur. Sa présence était comme une tempête soudaine, emplissant l'atmosphère d'une tension insupportable. Tous dans l'église restèrent figés, l'air chargé de choc et de peur face à ce qui allait suivre. René sentit son cœur s'arrêter un instant, tandis que la réalité de la situation s'abattait sur elle. Henri les avait trouvés, et le moment qui devait être le plus heureux de sa vie était maintenant entaché par une menace imminente. « Comment oses-tu » hurla Henri, sa voix résonnant contre les murs de l'église. « Comment oses-tu me désobéir, René ? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que cela ne resterait pas impuni. » Le silence qui suivit fut assourdissant. René et Émile échangèrent un regard, conscients que l'affrontement tant redouté était enfin arrivé. Mais qu'allait faire Henri ensuite ? Quelles seraient les conséquences de défier l'homme le plus puissant qu'ils aient jamais connu ? L'atmosphère dans la petite église était chargée de tension. La présence d'Henri, envahissant l'espace sacré où René et Émile venaient de s'unir, avait figé tous les présents. Le regard de fureur dans les yeux d'Henri suffisait à faire reculer quiconque, mais Émile resta ferme, tenant la main de René, qui tremblait légèrement. Henri, avec l'allure d'un général prêt à écraser son ennemi, avança dans l'allée, s'arrêtant devant le couple. Son regard était fixé sur Émile, chargé de mépris et de menaces. « Toi !» commença Henri, d'une voix glaciale et tranchante. «
Tu penses pouvoir prendre ma fille et simplement t'enfuir? Tu crois pouvoir te cacher dans cette église sans que je te trouve? Tu te trompes lourdement, mon garçon. » René, sentant le désespoir monter en elle, ouvrit la bouche pour parler, mais Émile l'interrompit doucement, serrant sa main dans un geste réconfortant. Il tourna alors son regard vers Henri et, avec un calme qui surprit tout le monde, sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Avant toute chose, monsieur Avignon, il y a quelque chose que vous devez entendre, » dit Émile, sa voix sereine mais ferme. Il regarda Henri droit dans les yeux, défiant le pouvoir de l'homme qui se tenait devant lui avec un courage impressionnant. Henri fronça les sourcils, confus mais intrigué. « Qu'est-ce que c'est? Encore une ruse bon marché ?» Émile ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre. Il commença à lire, sa voix résonnant dans l'église, chaque mot chargé d'émotion. « Papa ?» commençait la lettre, et ce simple mot fit se raidir Henri. « Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire ce que je ressens vraiment, mais maintenant, en cet instant, je ne peux plus me taire. » Les mots de René résonnèrent dans l'église, révélant la douleur et la souffrance qu'elle avait portée en silence toute sa vie. Émile lisait la lettre lentement, avec soin, permettant à chaque mot d'être absorbé par Henri et par tous les présents. « Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de ton mépris, essayant de toutes les manières d'être quelqu'un que tu pourrais aimer. Mais rien de ce que j'ai fait n'a jamais suffi. J'ai été invisible pour toi, une erreur qui ne pouvait jamais être corrigée. Tes paroles, aussi tranchantes que des couteaux, m'ont fait croire que je n'étais pas digne d'amour, que je ne serais jamais assez. » Henri commença à changer d'expression. Ce qui avait commencé comme de la colère pure commença à céder la place à une confusion troublante. Il ne s'attendait pas à cela, à ces mots qui pénétraient directement dans son âme. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai trouvé quelqu'un qui me voit pour ce que je suis vraiment, continua Émile, sa voix pleine d'émotion en lisant les mots de René. Émile m'a appris que je pouvais être aimée, que j'ai de la valeur. Et j'ai choisi l'amour, j'ai choisi la liberté d'être heureuse, même si cela signifie rompre avec tout ce que tu as construit. L'Église était plongée dans un silence total, chaque personne captivée par les mots de René, ressentant le poids de chaque ligne écrite. Henri, quant à lui, semblait livrer une bataille intérieure, chaque phrase lue par Émile défiant les certitudes et les convictions qu'il avait portées pendant tant d'années. « Je sais que cette lettre ne changera peut-être rien, » poursuivit la lecture, « mais il fallait que tu saches. Il fallait que tu comprennes que tes actions m'ont profondément blessée, mais m'ont aussi donné de la force. Je ne suis plus la fille fragile que tu méprisais. Je suis une femme qui choisit son propre chemin, qui choisit l'amour et le bonheur, loin de tes chaînes. » Émile s'arrêta un moment, regardant Henri, qui paraissait maintenant moins menaçant et plus ébranlé, comme si chaque mot avait pénétré profondément, atteignant quelque chose qu'il essayait de cacher à lui-même. « Je te pardonne, papa, de ne pas avoir pu m'aimer, mais je ne vivrai plus à l'ombre de cet amour que je n'ai jamais reçu. Je vais vivre ma propre vie, et j'espère qu'un jour, tu pourras trouver la paix. » Émile referma la lettre, le bruit du papier plié résonnant dans le silence sépulcral de l'église. Il tendit l'enveloppe à René, qui la saisit fermement, regardant son père avec un mélange de douleur et de compassion. Henri resta là, figé, ne sachant quoi dire. Pour la première fois de sa vie, il se retrouvait confronté non pas à des ennemis d'affaires ou à des adversaires politiques, mais à sa propre fille, et, pire encore, aux vérités qu'il n'avait jamais voulu affronter. Henri, toujours silencieux, voyait sa colère se transformer en quelque chose de plus complexe, de plus profond. Que ferait-il ensuite ? René et Émile attendaient sa réponse, tout comme les autres présents. Les certitudes d'Henri étaient ébranlées, mais il restait un homme puissant, et le destin du couple était désormais entre ses mains. La petite église, qui quelques instants plus tôt était chargée de la tension et de la colère contenue d'Henri, semblait désormais suspendue dans un silence lourd d'émotion. Henri restait immobile, tenant encore la lettre qu'Émile avait lue à haute voix. Chaque mot écrit par René avait pénétré son cœur, ébranlant les fondations de tout ce en quoi il croyait. Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, René fit un pas en avant, sentant que le moment était venu de révéler la vérité qu'elle gardait avec tant de soin. Elle savait que l'impact serait profond, mais elle savait aussi que, à cet instant, cela était nécessaire. « Papa », commença René, sa voix douce mais ferme, « il y a autre chose que tu dois savoir. » Elle jeta un coup d'œil à Émile, qui lui fit un léger signe de tête, l'encourageant à continuer. Henri leva les yeux, encore confus, essayant de comprendre ce qui pouvait encore être révélé après cette lettre dévastatrice. René prit une profonde inspiration et dit «
avec un mélange de nervosité et d'espoir, « Émile et moi, nous avons adopté un enfant, un garçon de l'orphelinat. Il s'appelle Mathieu. » La révélation fit paraître l'air dans elle église encore plus lourd. Tous les présents ressentirent le poids du moment, réalisant que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. Henri cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Lui, qui avait toujours jugé la vie à travers ses propres prismes de pouvoir et de contrôle, se retrouvait maintenant confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. René se tourna et fit un geste en direction du fond de l'église. C'est alors que tous virent Mathieu, un petit garçon d'environ 5 ans, avec de grands yeux marrons et un sourire timide, tenant la main de l'une des éducatrices de l'orphelinat. Il hésita un moment, mais lorsqu'il vit René lui faire signe, il courut vers elle, l'attrapant par les jambes. « Mathieu », dit doucement René, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Voici mon père, Henri. Veux-tu le rencontrer ?» Mathieu regarda l'homme imposant devant lui avec la curiosité innocente d'un enfant. Sans hésiter, il s'approcha d'Henri, tendant sa petite main. « Bonjour, papy », dit-il avec un sourire sincère. « Tu veux jouer avec moi ?» Le simple geste et les mots de Mathieu frappèrent Henri comme un coup puissant. L'homme qui s'était toujours considéré inébranlable sentait maintenant le sol trembler sous ses pieds. Il regarda le garçon, ses yeux se plissant presque imperceptiblement, comme s'il essayait de réprimer une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ça, papy », balbutia Henri, incapable de dissimuler le choc dans sa voix. Mathieu hocha la tête, toujours souriant. « Maman et papa m'ont dit que je pouvais t'appeler comme ça », répondit-il innocemment. « On peut jouer après que tu arrêtes d'être en colère ?» Ces simples paroles, prononcées avec toute la pureté d'un enfant, brisèrent les dernières barrières qu'Henri avait érigées au fil des ans. Soudain, il réalisa à quel point il avait toujours été distant de son propre bonheur, tellement obsédé par le contrôle, le pouvoir et la perfection, qu'il avait négligé ce qui comptait vraiment. Les yeux d'Henri commencèrent à se remplir de larmes, et il ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, non pas physique, mais émotionnelle, comme si un poids qu'il ne savait pas qu'il portait était enfin en train de se lever. Lui, qui s'était toujours vu comme un titan inébranlable, se retrouvait maintenant à genoux devant la simplicité d'un amour pur et innocent. René observa attentivement son père, remarquant la lutte intérieure qu'il menait. Elle savait que ce moment était décisif, que les mots de Mathieu pouvaient être le tournant dans la vie d'Henri, un moment de rédemption dont il avait tant besoin, même s'il ne le savait pas. Enfin, avec des mains tremblantes, Henri s'accroupit devant Mathieu, se mettant à la hauteur du garçon. Il plongea son regard dans celui de l'enfant et, pour la première fois depuis de nombreuses années, laissa les larmes couler librement. « Mathieu », murmura Henri, sa voix enrouée par l'émotion. « Je n'ai jamais su que j'avais besoin de quelque chose comme ça jusqu'à maintenant. » Mathieu, dans son innocence, se contenta de rire et de serrer Henri dans ses bras, qui, contre toute attente, rendit elle étreinte avec une intensité qui le surprit presque. Ça était comme si, dans ce geste simple, toutes les barrières qu'Henri avait construites au fil des ans s'effondraient. La fierté, le pouvoir, le contrôle, rien de tout cela ne semblait plus importer face à la chaleur d'une étreinte si petite, mais si vraie. Les personnes présentes dans l'église, témoins de cette scène, ressentirent le poids de l'émotion dans l'air. René, maintenant aux côtés d'Émile, serra sa main avec force, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Elle savait que ce haine n'était que le début d'une nouvelle phase, non seulement pour elle et Émile, mais aussi pour Henri. Henri, toujours agenouillé, tenant Mathieu dans ses bras, alors que le poids de ses choix passés et l'impact de ses actions le rattrapaient enfin. Il commence maintenant à comprendre que la véritable richesse ne réside ni dans le pouvoir ni dans l'argent, mais dans les liens qui se forment à travers l'amour et la famille, quelque chose qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Henri réalise qu'il a une opportunité, peut-être la dernière, de faire la paix avec sa fille et de trouver le bonheur qui lui avait toujours échappé. L'église, qui avait été témoin de tant de douleur et d'espoir, fut laissée derrière lorsque Henri retourna au manoir d'Avignon. Là, au milieu du luxe qu'il avait construit au fil des ans, il s'isola, luttant contre la tempête qui faisait maintenant rage en lui. Les mots de René, la pureté de l'amour de Mathieu et les vérités profondes révélées par la lettre résonnaient dans son esprit, ne lui laissant aucun répit. Dans son bureau, entouré de souvenirs de ses conquêtes, Henri s'assit dans son fauteuil en cuir, mais pour la première fois, le confort matériel n'offrait aucun soulagement. Celui qui avait toujours trouvé la sécurité dans son pouvoir et son contrôle se retrouvait désormais perdu,
désorienté par la réalisation de ce que sa vie était réellement devenue. Alors qu'il fixait les ombres sur le mur, Henri se retrouva transporté dans un temps où tout semblait plus simple, avant les pressions d'être un magnate, avant les déceptions et le mépris qu'il avait semé dans le cœur de René. Il se souvint des premiers jours de sa carrière, de l'époque où il rêvait encore de bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui le rendrait immortel. À cette époque, il croyait que le succès matériel était la clé du bonheur. Mais maintenant, assis seul, il réalisa à quel point il s'était trompé. À quoi bon tout cela? La fortune, le prestige, le respect forcé qu'il imposait? Alors qu'il repassait les souvenirs de sa vie, le visage de René continuait d'apparaître dans son esprit, de plus en plus intense. Il se souvenait de sa fille, enfant curieuse et douce, cherchant toujours son approbation à travers de petits gestes d'affection, gestes qu'il avait ignorés ou rejetés comme des signes de faiblesse. Il se souvenait des fêtes somptueuses qu'il organisait pour ses filles aînées, tandis que René, dans sa timidité, restait en retrait, n'osant jamais s'approcher. Et lorsqu'elle essayait enfin, il la repoussait toujours, ne reconnaissant jamais sa valeur au-delà de ce que sa vision étroite lui permettait. « Tu ne seras jamais comme tes sœurs », lui avait-il dit à d'innombrables reprises. Aujourd'hui, ces mots résonnaient différemment, avec un poids qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ces étaient des mots qu'il ne pouvait pas retirer, et le mal qu'ils avaient causé était irréparable. Le conflit intérieur d'Henri s'intensifiait. D'un côté, son orgueil inébranlable, son obsession du pouvoir et du contrôle qui l'avait guidé toute sa vie. Il avait construit un empire et, ce faisant, avait endurci son cœur, croyant que des sentiments comme l'amour et l'empathie étaient des faiblesses. Mais maintenant, l'amour qu'il ressentait pour Mathieu, un amour inattendu et écrasant, brisait ses défenses, démolissant ce qu'il avait considéré comme inébranlable. À l'autre bout de la ville, René et Émile attendaient, pris dans une incertitude qui les consumait. Que ferait Henri? Il avait été clairement ébranlé, mais restait un homme puissant et imprévisible. René tentait de garder son calme, mais la peur de tout perdre, l'amour d'Émile, la nouvelle vie qu'il construisait, et maintenant, le bonheur de Mathieu, s'agrippait à elle comme une ombre. « Tu crois qu'il va accepter ?» demanda René à Émile, l'anxiété évidente dans sa voix. Émile la serra fort dans ses bras, essayant de lui transmettre la confiance qu'il n'était pas sûr de posséder lui-même. « Je ne sais pas, René, mais je sais qu'il a été profondément touché aujourd'hui. Peut-être que c'est le début d'un changement, mais nous devons être prêts à tout. » De retour au manoir, Henri se leva brusquement de son fauteuil et commença à faire les 100 pas dans le bureau, essayant d'échapper aux pensées qui le hantaient. Mais chaque tentative de se concentrer sur autre chose, de reprendre le contrôle de son esprit, était vaine. Il ne pouvait plus ignorer la vérité que René avait révélée. Il ne pouvait plus se cacher derrière son masque de pouvoir. Il se voyait confronté à l'image de Mathieu, le petit garçon qu'il avait appelé « Papy », avec une confiance si innocente et pure. Pour la première fois, Henri ressentit un désir profond de protéger quelqu'un, non pas pour ce que cela signifiait pour sa réputation ou ses affaires, mais simplement parce qu'il voulait être digne de cet amour. « Je te pardonne, papa !» Les mots de René résonnaient dans son esprit, et Henri sentit la douleur de la culpabilité ronger son cœur. Elle l'avait pardonné, même après tout ce qu'il lui avait fait subir. Malgré toutes ces années de froideur, elle avait encore la capacité de tendre la main vers lui offrant une chance de rédemption. Mais pouvait-il accepter cette chance? Était-il vraiment capable de changer après tout? Henri savait qu'il devait prendre une décision, et il savait que cette décision changerait tout, pour lui, pour René, pour Émile, et surtout pour Mathieu. Henri, toujours isolé dans son bureau, regardait par la fenêtre l'horizon immense. Il savait que sa bataille intérieure était loin d'être terminée, mais pour la première fois, il était prêt à affronter les démons qu'il avait toujours évités. Que se passerait-il ensuite? Même Henri ne le savait pas vraiment, mais une chose était claire, il ne pouvait plus continuer comme avant. Le soleil du matin lançait ses premiers rayons sur le manoir d'Avignon, illuminant les couloirs qui avaient si souvent été témoins de moments de pouvoir et de contrôle. Mais aujourd'hui, la lumière semblait différente, plus douce, comme si elle préparait le chemin pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était jamais arrivé ici auparavant. Henri, qui avait passé la nuit sans dormir, luttant contre ses propres démons, avait finalement pris une décision. Avec un cœur lourd mais déterminé, il savait qu'il devait faire ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie, abaisser ses défenses, ouvrir son cœur et chercher le pardon de sa fille. Ce ne serait pas facile, mais il savait que cesser était la seule façon de se racheter et de tenter de réparer les erreurs du passé. Plus tard ce matin-là,
Henri se dirigea vers le petit appartement où René et Émile vivaient avec Mathieu. L'endroit était modeste, sans les luxes qu'il avait toujours associés au confort et au succès, mais en entrant, Henri ressentit quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Un sentiment de foyer, de chaleur humaine, quelque chose que son manoir, aussi grandiose soit-il, ne lui avait jamais offert. René, en entendant frapper à la porte, l'ouvrit lentement et son cœur s'accéléra en voyant son père là, debout, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Henri était différent. Il n'y avait plus la rigidité habituelle dans sa posture, et ses yeux, autrefois froids et calculateurs, semblaient maintenant chargés d'une émotion qu'elle ne savait pas si elle pouvait vraiment comprendre. « Papa !» murmura René, n'arrivant toujours pas à croire qu'il était vraiment venu. « T'es René ?» commença Henri, mais sa voix se brisa, incapable de continuer. Il avait répété tant de fois ce qu'il voulait dire pendant la nuit, mais maintenant, face à la fille qu'il avait tant blessée, tous les mots semblaient insuffisants. René, le cœur serré, fit un pas de côté lui permettant d'entrer. La petite pièce resta silencieuse, la tension presque palpable. Émile, qui jouait avec Mathieu sur le sol, se leva et observa en silence, tenant Mathieu dans ses bras, comme s'il anticipait l'importance du moment. Henri entra dans la salle, et en voyant le garçon dans ses bras, il ressentit à nouveau cette vague d'émotion qui l'avait submergé à l'église. Mathieu le regarda avec ses grands yeux curieux et, sans hésiter, tendit les bras vers Henri. « Papy !» s'exclama Mathieu en souriant. « Tu es venu jouer encore ?» Le simple geste du garçon, si plein de confiance et d'amour, désarma presque Henri. Il regarda René, qui se tenait maintenant aux côtés d'Émile, et ressentit le poids de tout ce qu'il avait perdu au fil des ans. Mais il réalisa aussi qu'il restait encore quelque chose à sauver, quelque chose qu'il pouvait encore construire, s'il avait le courage d'admettre ses erreurs. Avec un profond soupir, Henri s'agenouilla au sol, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il plongea son regard dans celui de René, et pour la première fois de sa vie, laissa librement couler ses larmes. « René !» Sa voix était étranglée, chargée d'une douleur qu'il avait évité d'affronter depuis longtemps. « J'ai été un père terrible, j'ai perdu tant de moments. Avec toi, avec nos vies. Je t'ai blessé d'une manière qui, je le vois maintenant, est impardonnable. Mais je suis ici. Je suis ici parce que j'ai réalisé que je ne peux plus continuer à vivre ainsi. J'ai besoin de ton pardon, ma fille. J'ai besoin d'une seconde chance pour être le père que je n'ai jamais été. » En voyant son père à genoux, René ressentit un tourbillon d'émotions. Cet homme, autrefois implacable et inébranlable, se montrait désormais vulnérable devant elle, admettant ses erreurs, implorant une chance de rédemption. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, tandis que son cœur se débattait entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir différent. « Papa !» commença René, la voix brisée par les sanglots. « J'ai attendu toute ma vie pour entendre ces mots, pour sentir que j'avais de l'importance pour toi. Mais ce que tu as fait a laissé des cicatrices profondes en moi, des cicatrices qui me font encore mal, même maintenant. » Henri hocha la tête, comprenant l'ampleur de la douleur qu'il avait causée. Il ne s'attendait pas à ce que le pardon soit facile, mais il était prêt à tout pour reconstruire la relation avec sa fille. « Je sais, René. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je suis prêt à changer. Je veux faire partie de ta vie, de celle d'Émile, et être un grand-père pour Mathieu. Si tu me permets, si tu me donnes cette chance, je te promets que je ferai de mon mieux pour être l'homme que tu mérites. » Émile, observant la scène, ressentit tout le poids de ce moment. Il savait que René devait prendre cette décision, mais il savait aussi qu'au fond, elle avait toujours désiré l'amour et l'acceptation de son père. René regarda Émile, qui lui fit un léger signe de tête, comme pour lui dire que la décision lui appartenait, mais qu'il la soutiendrait, quoi qu'elle décide. Mathieu, toujours dans les bras d'Émile, tendit de nouveau les mains vers Henri, souriant. René regarda son fils adoptif, qui appelait déjà Henri papy, et quelque chose en elle se brisa enfin. Elle s'approcha de son père, et avec les larmes aux yeux, lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Papa, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion, « je te pardonne. Je te pardonne parce que je sais qu'au fond, tu as toujours voulu le meilleur pour moi, même si tu t'es égaré en chemin. Laissons le passé derrière nous et recommençons à zéro. Pour nous, pour Mathieu. » Henri, encore ému, serra la main de René avec force, comme s'il tenait sa dernière chance. Il se releva et la prit dans ses bras, une étreinte qui portait tout le poids des mots non dits, des excuses jamais faites et des promesses d'un avenir différent.
Mathieu, ne comprenant pas tout ce qui se passait, mais ressentant les émotions ambiantes, applaudit avec enthousiasme. « Maintenant, on est tous une famille !» s'exclama-t-il, son sourire illuminant l'instant. Henri, René, Émile et Mathieu ensemble, enlacés, marquant le début d'une nouvelle étape où le pardon et l'amour l'emportaient enfin sur l'orgueil et la douleur. Henri comprenait désormais que le véritable pouvoir résidait dans l'amour et la capacité à se racheter, et il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour ne pas perdre cette seconde chance qui lui était offerte. Les jours qui suivirent la réconciliation entre René et Henri furent marqués par une atmosphère de guérison et de renouveau, comme si un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire de la famille Avignon. Après des années de douleur et d'éloignement, le chemin de la rédemption et de l'amour commençait enfin à se dessiner. Henri, déterminé à être le père et le grand-père qu'il n'avait jamais été, se consacrait corps et âme à soutenir René et Émile dans leurs projets. Il commença à fréquenter l'orphelinat où René passait tant de temps, quelque chose qu'il aurait considéré impensable autrefois. Désormais, il voyait de la valeur et du sens dans les actions de sa fille, comprenant que sa quête d'amour et d'acceptation se reflétait dans l'affection qu'elle portait aux enfants abandonnés. À l'orphelinat, les visites d'Henri surprirent tout le monde au début, mais bientôt, les enfants commencèrent à s'habituer à cet homme qui, bien que sérieux et réservé, montrait un côté plus doux et généreux. Mathieu, en particulier, adorait la présence de son grand-père. Le garçon, avec son énergie contagieuse, guidait Henri à travers les salles et les couloirs, le présentant à chaque ami, comme s'il montrait au monde la nouvelle relation qu'il avait découverte. « Papy, on va jouer dans le jardin aujourd'hui ?» demandait souvent Mathieu, tirant Henri par la main. Et l'ancien magnate puissant, qui n'avait jamais eu le temps de jouer, se retrouvait maintenant à courir après un ballon ou à pousser Mathieu sur une balançoire, ressentant une joie qu'il n'avait jamais connue. Ces moments, simples mais profondément significatifs, aidèrent Henri à redécouvrir ce qui était vraiment important dans la vie. Il commença à réaliser que le pouvoir et la richesse qu'il avait accumulés au fil des années ne lui avaient pas apporté le bonheur qu'il cherchait. Au contraire, c'était dans la simplicité des gestes quotidiens, dans le sourire d'un enfant et dans la réconciliation avec sa fille qu'il trouvait la véritable paix. Renée, quant à elle, s'épanouissait comme jamais auparavant. La présence de son père dans sa vie, désormais transformée, lui apportait un sentiment de complétude qu'elle n'aurait jamais cru possible. Avec Émile à ses côtés, elle se sentait plus forte et plus sûre d'elle, prête à affronter n'importe quel défi. L'orphelinat, qui avait toujours été un refuge pour sa douleur, se transformait désormais en un lieu d'espoir et d'amour partagé. « Papa » dit un après-midi René alors qu'ils marchaient ensemble dans l'orphelinat, « je ne sais pas comment te remercier pour tout le soutien que tu nous apportes. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, tu serais ici, à mes côtés, à m'aider à prendre soin de ces enfants. » Henri s'arrêta et regarda sa fille, ses yeux reflétant la sincérité de ses paroles. « René, c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as montré ce qui est vraiment important dans la vie. J'ai passé tant de temps à poursuivre des choses qui n'ont pas de valeur, et j'ai fini par perdre ce qui était le plus précieux. Maintenant, tout ce que je veux, c'est être ici, à tes côtés, et faire partie de cette nouvelle vie que tu es en train de construire. » Émile, toujours proche, observait la transformation d'Henri avec un mélange de soulagement et d'admiration. Il savait à quel point cet homme avait changé et ce que cela signifiait pour René. Il savait aussi qu'ils avaient désormais le soutien de quelqu'un qui autrefois était un adversaire redoutable, et cela leur donnait une force renouvelée pour avancer. Ensemble, Henri, René et Émile commencèrent à travailler sur de nouveaux projets pour l'orphelinat, avec Henri utilisant son influence et ses ressources pour améliorer les conditions et offrir un avenir meilleur aux enfants. Il prévoyait d'agrandir les installations, de créer des programmes éducatifs et de veiller à ce qu'aucun enfant ne passe inaperçu, comme René l'avait ressenti pendant si longtemps. Les changements étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels. Chaque geste, chaque décision était prise avec amour et considération, et cela se reflétait dans l'atmosphère environnante. Le bonheur, autrefois si lointain, devenait désormais une présence constante dans la vie de René. La douleur du passé n'avait pas complètement disparu, mais elle était adoucie par l'amour et la compréhension qui entouraient désormais la famille. Le lien entre Henri et Mathieu se renforçait également de jour en jour. Avec son innocence et son énergie, le petit garçon aidait Henri à voir le monde avec un regard nouveau. Henri, qui considérait autrefois les enfants comme une distraction ou une nuisance, trouvait désormais du bonheur à passer du temps avec son petit-fils.
lui offrant une attention et un amour qu'il n'avait jamais accordé auparavant. « Papy, quand je serai grand, je veux être comme toi », dit un jour Mathieu en jouant avec lui. Henri sourit, touché par les mots de l'enfant. « J'espère que tu seras meilleur que moi, Mathieu. Bien meilleur. » René, Émile, Henri et Mathieu ensemble dans le jardin de l'orphelinat, entourés des enfants qu'ils considéraient désormais comme faisant partie de leur famille. La réconciliation avait guéri des blessures profondes, et la transformation d'Henri, passé d'un homme obsédé par le pouvoir à un grand-père aimant et un père présent, était complète. Le bonheur avait enfin trouvé sa place dans la vie de René, et elle savait qu'avec le soutien de sa nouvelle famille, l'avenir s'annonçait prometteur. Le soleil du matin illuminait l'orphelinat, désormais agrandi et revitalisé, avec une énergie vibrante qui reflétait le nouveau chapitre de la vie de la famille Avignon. Les murs autrefois usés étaient maintenant pleins de couleurs, et le rire des enfants résonnait dans les couloirs, apportant une joie contagieuse que chacun ressentait en franchissant ses portes. René et Émile, avec le soutien inconditionnel d'Henri, avaient transformé l'orphelinat en un véritable foyer pour les enfants dans le besoin. La nouvelle aile, construite grâce au financement d'Henri, offrait de la place pour accueillir plus d'enfants, chacun recevant l'amour et l'attention qu'il méritait. C'était un travail ardu mais gratifiant, et René avait enfin l'impression d'avoir trouvé sa vocation. Au milieu de tous ces changements, Mathieu s'épanouissait. Le garçon, autrefois timide et peu sûr de lui, courait désormais dans les jardins de l'orphelinat avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'il était aimé. Il était au centre de la joie de la maison, toujours entouré d'un groupe d'enfants, partageant des jeux et des rires qui réchauffèrent le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Henri, en observant tout cela, ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Assis sur l'un des bancs du jardin, il voyait René et Émile discuter avec certains des employés de l'orphelinat, planifiant de nouveaux projets pour les enfants. Au loin, Mathieu courait vers lui, un large sourire sur le visage. « Papy, papy, on va planter plus d'arbres aujourd'hui ?» demanda Mathieu, son enthousiasme contagieux. Henri sourit et se leva, tendant la main à son petit-fils. « Bien sûr, Mathieu. »« On plantera autant d'arbres que tu voudras. » Tandis qu'ils marchaient ensemble jusqu'au verger récemment aménagé sur le terrain de l'orphelinat, Henri réfléchissait au long chemin qu'il avait parcouru. D'un homme obsédé par le pouvoir et le contrôle, il était devenu quelqu'un qui comprenait enfin la véritable valeur de la vie, l'amour, la famille et l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie des autres. Chaque jour passé avec René et Mathieu était une occasion de redécouvrir cette nouvelle raison de vivre. Plus tard, cet après-midi ensoleillé, la famille se réunit pour une petite célébration dans le jardin. C'était une célébration de l'union, de l'amour et du renouveau qu'ils avaient vécu ensemble. À l'ombre d'un grand arbre que Mathieu et Henri avaient implanté ensemble, la table était dressée avec un repas simple mais préparé avec amour. René, aux côtés d'Émile, regarda son père avec une gratitude qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. La transformation d'Henri n'avait pas seulement guéri ses blessures, elle lui avait aussi donné un nouveau sentiment de sécurité et d'appartenance. Émile, toujours à ses côtés, avait été son partenaire à chaque étape de ce parcours. Et ensemble, ils avaient trouvé le bonheur qu'ils avaient tant recherché. « Papa, » dit René, sa voix chargée d'émotion, « je n'aurais jamais pensé que nous serions ici, ensemble, de cette manière. Mais je suis tellement heureuse que nous ayons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. » Henri prit la main de sa fille, ressentant la force du lien qui les unissait désormais. « Moi aussi, René. Toutes les erreurs que j'ai commises, je ne peux pas les effacer, mais je peux passer le reste de ma vie à essayer d'être le père et le grand-père que vous méritez. » Mathieu, assis sur les genoux d'Henri, regarda les deux avec curiosité. « Papy, toi et maman êtes amis maintenant ?» Henri rit doucement et embrassa le front de Mathieu. « Oui, mon petit, nous sommes plus que des amis. Nous sommes une famille, et c'est ce qui compte le plus. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le jardin, la famille Avignon sentit qu'un nouveau départ s'était vraiment concrétisé. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses blessures, était désormais derrière eux. Ils avaient choisi le pardon, l'amour et l'union, et cela avait transformé leur vie d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Le dernier chapitre de l'histoire ne parlait pas de réussite matérielle ou de victoire d'affaires. Il s'agissait de réconciliation, de rédemption et de la découverte que la véritable valeur de la vie réside dans les liens humains que nous cultivons. Henri, René, Émile et Mathieu étaient de maintenant prêts à affronter l'avenir ensemble, sachant que, malgré les erreurs du passé, il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Tandis que la nuit tombait sur l'orphelinat,
La famille se rassembla dans une étreinte, entourée par les enfants qui riaient et jouaient autour d'eux. Le bonheur était enfin devenu une constante dans leur vie, et ils savaient qu'avec le soutien et l'amour qu'ils partageaient, rien ne pourrait ébranler la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Et ainsi, le cœur léger et rempli d'espoir, l'histoire de René et de sa famille trouvait sa fin heureuse, une fin qui n'était en réalité que le début d'un nouveau et beau voyage.